Alors, bonjour à tous. Nous avons le plaisir de partager avec vous pendant 1 heure, 40 minutes avec le panel et 20 minutes d'échange avec vous en termes de questions sur une thématique hautement intéressante parce qu'en fait, on parle des ressources à l'énergie, énergie, minéraux et corridors stratégiques dans un monde fragmenté. Alors, ce qui est très intéressant en matière de ressources et d'énergie, c'est qu'en fait, à travers les énergies renouvelables, on voit qu'on a besoin de ressources et donc d'où la pertinence de raisonner maintenant en termes de chaîne de valeur et de quelle manière est-ce qu'on pourra justement mettre en levier ces ressources considérables qui sont disponibles sur le continent avec bien entendu leur transformation durable et afin de maximiser finalement le rendement économique de cette transition énergétique qui s'avère être beaucoup plus inclusive que ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les premières révolutions industrielles et les énergies fossiles et leurs problèmes induits. Donc nous avons un excellent panel constitué donc d'experts aussi bien au niveau des institutions, des opérateurs et du secteur privé, et ça va nous permettre justement de croiser les différentes expériences par rapport aux enjeux que l'on confronte actuellement, et surtout cette opportunité qui s'ouvre, pratiquement une opportunité qu'on n'a jamais eue dans l'histoire, de pouvoir mettre en place finalement un système où la richesse finalement va se mesurer en termes de chaîne de valeur, de création d'emplois, de génération de richesse au niveau local. Alors, si vous permettez, je souhaiterais commencer ce débat avec finalement le présent qui est actuellement sous tension par rapport aux énergies fossiles et on a bien vu les pressions sur le gaz naturel, d'abord avec la Russie, première réserve mondiale de gaz naturel au monde, et maintenant sur Hormuz avec l'Iran et le Qatar, deuxième et troisième réserve mondiale de gaz, et on sait que le gaz naturel c'était un gaz de transition pour les énergies renouvelables. Donc pour ouvrir le débat, je pense que le Maroc a su se positionner, mais ce n'est pas à moi de dire ça. Je vais demander à Madame Ben Khadra, Madame la Ministre, si vous voulez bien, pouvez-vous nous parler finalement de ce projet de gazoduc et de quelle manière finalement il pourrait apporter une solution complémentaire aux problèmes actuels? Avant de parler du gazoduc, je voudrais d'abord remercier pour l'organisation de cette table dont la thématique est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, et l'énergie et les minéraux critiques, avec la problématique de souveraineté industrielle, d'intégration et de stabilité géopolitique, deviennent des enjeux majeurs au niveau de la planète, au niveau de l'Afrique et au niveau aussi de notre pays. On est tous conscients que sans énergie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de sécurité. Et en même temps, les minéraux critiques sont extrêmement importants pour le développement, pour faire face à cette période de transformation que nous connaissons, à la transition énergétique, à la transition digitale, dont la demande en minéraux critiques va s'accroître énormément. Et nous avons tous conscience que l'Afrique est au centre de cet enjeu planétaire, d'un côté parce qu'elle est très riche en ressources, aussi bien énergétiques qu'en minéraux, mais que malheureusement elle n'a pas encore le développement requis. Beaucoup de pays restent encore dans la perspective d'exportateurs de matières premières. Il n'y a pas assez de création de valeur ajoutée ni d'intégration dans les chaînes de valeur, aussi bien dans l'énergie que dans les mines. Mais aujourd'hui, l'Afrique joue sa place d'un acteur majeur et de passage d'un simple producteur, exportateur de matières premières, à un opérateur qui contribue à la création de valeur pour son propre développement. Et c'est dans cette perspective globale que s'inscrit l'importance stratégique du gazoduc Africa-Atlantique, qui a été lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et le président nigérian, il y a de cela 7-8 ans. Et c'est un projet qui, au-delà de fournir de l'énergie à 13 pays sur la côte atlantique, d'être un vecteur donc d'apport d'une énergie durable, qui est le gaz, dont regorge énormément le Nigeria, mais dont les découvertes ont été également faites ultérieurement au Sénégal et en Mauritanie. Cette énergie va servir à contribuer au développement économique, social et industriel de tous ces pays.
C'est une énergie qui va permettre d'accélérer donc l'accès à l'énergie, de produire de l'énergie électrique, d'être utilisée dans l'industrie des fertilisants, dans tous les secteurs industriels qui comptent. Et donc, avec un développement industriel, on parlera de création d'emplois. Avec la création de l'emploi, c'est de la création de richesses. Et donc, c'est véritablement un projet structurant qui vise l'intégration de nos 13 pays de la façade atlantique et qui reliera également les 3 pays enclavés du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Et donc, à travers la disponibilité d'une énergie durable, une croissance économique et sociale et industrielle, on répond à ce besoin d'apporter à ces pays africains l'énergie qui va leur permettre de développer leur industrie. Tous ces pays sont riches en minéraux critiques, en métaux de base, en phosphates, et n'ont pas l'énergie durable pour pouvoir aller dans l'intégration industrielle qu'il faut. Et donc, ce projet structurant, ce projet intégrateur répond véritablement à la création de ce corridor énergétique au service du développement économique, industriel et social de la région. Et je pourrais revenir plus loin, plus tard, si vous voulez avoir des précisions sur l'état d'avancement ou sur certains éléments. Mais juste, j'insiste, un corridor structurant qui répond vraiment aux besoins de la souveraineté énergétique de ces pays. La ressource existe en Afrique et il faut se donner les moyens de la déployer dans des projets régionaux, au-delà des projets locaux ou des projets nationaux, qui restent utiles, mais notre continent a véritablement besoin de cette intégration. Nous sommes le continent le moins intégré du monde et cette non-intégration, on la paye cher en termes de développement. Alors justement, en termes d'intégration avec ces initiatives, comment voyez-vous finalement l'imbrication, la mise en valeur de chaînes industrielles pour pouvoir justement transformer ces ressources stratégiques dont regorge le continent? De quelle manière est-ce que vous voyez finalement des initiatives régionales qui sont en fait une approche top-down, un développement où des acteurs, on sait que les acteurs nationaux sont aussi actifs sur le continent, pour pouvoir justement intégrer finalement cette approche avec des stratégies qui sont déclinés dans différents pays. Quels sont, par exemple, les pays que vous voyez dans ce corridor qui pourraient avoir une importance stratégique à l'avenir sur certaines ressources? Alors, de manière générale, l'Afrique a des ressources importantes, on le sait, en termes de pétrole et de gaz, mais également en termes de métaux, et notamment les minéraux critiques dont le monde a besoin. C'est pratiquement, en termes de cobalt, en termes de lithium, en termes de manganèse, en termes de terres rares, en termes de graphite. Et pendant très longtemps, ces produits ont été exportés pratiquement sous forme de concentré ou de métaux bruts, ne créant pas de valeur ajoutée dans les pays. Et la valeur ajoutée se retrouve dans les pays importateurs, dans les pays acheteurs, en Europe, en Asie et essentiellement aux États-Unis. Mais on a constaté depuis quelques années un certain basculement dans la dynamique de valorisation. Les pays africains ont pris conscience de la nécessité de passer de pays exportateurs à des pays où l'industrie se développe et où ils créent leur valeur ajoutée. Il y a des exemples récents de pays africains qui ont pris des initiatives très claires, comme la Namibie, où elle a limité et interdit l'exportation de métaux bruts, et de minerais bruts pour pouvoir valoriser davantage dans son pays. Il y a l'exemple également du Zimbabwe qui a adopté des mesures, des contraintes très fortes sur ses exportations de lithium et pour pouvoir investir dans les pays en termes d'unité de valorisation. Et puis, beaucoup d'autres pays sont en train de s'engager dans cette voie de valorisation. Donc, sur tout le continent, la zone du traversée, puisque la question se reportait comment ce gazoduc va accompagner, nous avons identifié les richesses minières dans les 13 pays qui sont sur la côte. Et il y a le phosphate, le manganèse, le lithium, le cuivre, qui est véritablement le métal aussi stratégique de la transition énergétique. Et donc, on a évalué tous les besoins de création d'industrie à partir pour valoriser, pour aller jusqu'au concentré, jusqu'aux produits raffinés, de manière à pouvoir ensuite envisager les développements industriels. Et donc, on a une vision pays par pays de la croissance qui pourrait découler d'une industrialisation à travers l'exploitation intégrée de ces matières premières. Et c'est pays par pays en fonction des ressources qui sont disponibles. Et il y a par exemple déjà des échanges sur la valorisation des phosphates en s'appuyant sur l'expertise de l'OCP et sur la disponibilité de l'énergie durable comme le gaz qui sera au service de pays qui ont ces richesses-là. Alors merci beaucoup. Alors en termes de ressources nécessaires pour cette transition énergétique, nous avons le privilège d'avoir M. Tariq Hamen,
le directeur général de l'ONE. Et donc, à ce titre, comment voyez-vous finalement cette transition et ses besoins, comment ils se déclinent au niveau de cette région, en prenant le Maroc à titre d'exemple, par rapport à la demande, par rapport aux infrastructures qui seraient nécessaires, et surtout, comment voyez-vous la mise en place de ces chaînes de valeur? Vous avez été l'architecte du plan éolien intégré il y a 10 ans maintenant, pour pouvoir justement attirer une industrie de production de composantes d'énergie éolienne. C'était une première à l'époque par rapport aux faibles capacités qui avaient été mises en avant. On a vu avec l'arrivée d'acteurs chinois comment cette industrie se développe à une autre échelle. Comment voyez-vous finalement ce rôle que vous avez au sein de notre pays pour pouvoir mettre en place ce que vous avez fait il y a 10 ans, c'est-à-dire des chaînes de valeur industrielles dans les composants des énergies renouvelables? Merci beaucoup pour la question, sa pertinence. Tout d'abord, je voudrais me joindre à Mme Khadra pour remercier les organisateurs, l'Institut Amadeus et l'ensemble des partenaires pour cet événement de qualité internationale. Peut-être pour revenir à votre question, on est tous conscients qu'on est en train d'évoluer dans un monde qui bouge, dont la construction autour de la globalisation faite à partir des années 70-80 est en train d'atteindre ses limites. Nous étions dans un schéma où on visait un monde intégré, où chaque pays, chaque région allait se concentrer sur ce qu'elle peut faire le mieux dans une approche globale. Ça a créé une interdépendance. On espérait à travers cette interdépendance, pouvoir optimiser globalement les chaînes de valeur, les flux, les sécuriser. Ça a été le cas pendant une certaine période où justement cette globalisation a permis le développement de plusieurs pays, mais on est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'on est en train d'arriver à des limites, puisque les enjeux globaux ne changent. On revient à des sujets de domination, puisqu'il y a de la compétition qui a été créée par rapport à cette globalisation, qui aussi n'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Chaque pays essaie de défendre ses positions, ce qui est globalement légitime. Et on a vu, à travers les dernières crises, qu'effectivement, cette interdépendance qui avait créé de la valeur au global, aujourd'hui, peut poser des problématiques pour certains pays. La question de la guerre russo-ukrainienne avec la flambée des matières premières qui a impacté l'ensemble du globe, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre. Et tout le monde a pris la conscience de l'importance de la souveraineté. Et on est passé d'un monde de production massive, d'exportation, à un monde de valorisation, comme ça a été dit par Mme Khadra. C'est-à-dire, avec nos ressources, essayons de faire le maximum pour créer le maximum de valeur ajoutée à nos concitoyens localement. Et donc, dans cette approche, le Maroc a été relativement précurseur dans le domaine de l'énergie, puisque dès 2009, nous avons mis en place une stratégie en ce qui concerne la partie énergie électrique, où nous avons consacré les énergies renouvelables qui avaient à minima 3 valeurs ajoutées. La première, c'est justement réduire la dépendance en valorisant des ressources locales. Le deuxième élément, c'est des éléments de coût, avec une énergie renouvelable au Maroc qui est compétitive. Donc c'est une sorte, disons, de maîtrise du coût, mais aussi de hedging, parce qu'on limite la partie fluctuante. Et un dernier vecteur qui est la partie décarbonation, parce qu'à tout ça, il faut rajouter le côté climatique et le côté réchauffement du globe. Donc, dans cette équation, nous avions établi une stratégie avec des objectifs clairs, chiffrés. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes à 46% en puissance installée. Nous allons, dans 2 ans, passer au-delà des 52% visés. Et aujourd'hui, l'objectif n'est plus de se limiter à un chiffre, mais de faire le maximum en termes de renouvelables. Le volet accès à l'électricité aujourd'hui est dépassé, puisque nous avons un excès généralisé.
Et donc nous sommes vraiment dans l'approche valorisation de nos ressources, pouvoir offrir le kilowattheure le moins cher, le plus stable et aussi le moins carboné possible. Nous avons beaucoup d'avantages et aussi un élément fondamental, c'est transmettre cette valeur ajoutée à notre économie et pouvoir en tirer profit pleinement. Vous avez cité le cas du projet éolien intégré qui a été effectivement un point d'inflexion parce que nous avons atteint, c'était en 2015, en décembre 2015, le prix le moins cher globalement pour la production renouvelable. Aujourd'hui, cet objectif, ou en tout cas cette recherche du coût le moins cher est toujours là, à travers nos ressources, à travers la technologie, mais il faut aussi la rendre pérenne et faire profiter ce coût bas à l'ensemble de la chaîne de valeur et à l'économie. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des sujets plus intégrés. Attirer des industries énergivores qui renforcent notre souveraineté et qui, justement, profitent de cet écosystème. Je peux citer les Gigafactories, aujourd'hui, que nous sommes en train de réaliser. Il y en a une déjà qui est opérationnelle. De batteries. Les batteries. Gotion, au niveau de Kinitra, un investissement à terme qui devrait atteindre 7 milliards de dollars qui est en cours de mise en œuvre, dont la production commencera à la fin de l'année, et d'autres qui sont en train d'installer. Un autre élément fondamental sur lequel on est en train de travailler, c'est toute la partie acier vert, aluminium vert. Aujourd'hui, c'est un élément fondamental. Nous sommes en train de vivre avec cette crise, une flambée des matières, justement l'acier, parce que beaucoup d'industries sont au niveau de Middle East, parce qu'il y a une énergie abondante moins chère. L'aluminium aussi, le prix a été multiplié par 3. Et le fait d'avoir justement cette indépendance renforce notre économie, mais aussi positionne le Maroc dans l'échiquier mondial comme une alternative intéressante dans un contexte qui évolue. Alors justement, vraisemblablement, depuis les premiers efforts qu'on a fait en matière de transition énergétique, il y a eu bien entendu cet écosystème automobile qui est venu, qui a transformé la donne industrielle au niveau national et qui, j'espère, pourra aussi inspirer d'autres pays sur le continent à faire de même. Alors, on voit effectivement que finalement ces contraintes sur la logistique et les approvisionnements stratégiques et les minerais, finalement, ce n'est pas autant une contrainte qu'une opportunité justement pour pouvoir utiliser ces ressources comme instrument de puissance. Et de quelle manière vous voyez finalement l'implication d'acteurs? On parle par exemple de la Chine qui vient mettre en place des chaînes de valeur, et on voit très bien maintenant avec les enjeux géopolitiques globaux que c'est une des stratégies les plus pertinentes pour pouvoir justement distribuer le risque et la production chinoise de par le monde. De quelle manière est-ce que les pays africains pourraient justement utiliser cette opportunité pour pouvoir mettre en place, à travers des partenariats, pas exclusivement avec la Chine, je sais que le Maroc a aussi des partenariats globaux, 60 accords de libre-échange, de quelle manière finalement ces différentes composantes pourraient contribuer à permettre aux pays du continent de mettre en levier leurs ressources à travers une industrialisation intégrée? Alors, si on regarde les principaux ingrédients d'un produit, nous avons le capital, qui est nécessaire pour mettre en place l'usine ou l'instrument de production. Nous avons la matière première qui est nécessaire à la production, et nous avons en fait deux autres éléments qui sont la technologie et la mise en œuvre ou l'exploitation de cette étude de production. Le capital aujourd'hui, il se déplace là où l'opportunité est intéressante. Nous avons vu effectivement un positionnement massif en Chine, en Asie du Sud-Est, au Dubaï, toute cette zone-là. Et aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a un intérêt au niveau de notre région, particulièrement au niveau du Maroc et l'Afrique. Deuxième élément, la ressource, effectivement, comme l'a dit Mme Al-Khadra, l'Afrique regorge de ces ressources-là, et il y a une volonté aussi des pays de pouvoir les transformer localement pour pouvoir passer d'une économie extractive à une économie de production, maximiser la valeur ajoutée locale.
un ingrédient aussi en faveur du Maroc, vu la proximité géographique et la stabilité politique dans le pays juif. Restent les 2 ingrédients, la technologie, et ça, c'est les partenaires. La Chine en est un, mais pas uniquement. Nous sommes ouverts à plusieurs partenaires. Et le dernier composant, c'est effectivement la capacité de transformer. Ça passe par les ressources humaines, ça passe par l'énergie. Là aussi, nous avons des enjeux et des atouts essentiels. Donc, quand on regarde en fait ces ingrédients, le Maroc dispose de tout cela pour pouvoir transformer l'essai. Nous avons cité les exemples. Alors, la composante énergétique devient de plus en plus importante, avec ces 2 vecteurs, coût et décarbonation, et CO2. Et justement, le système électrique est extrêmement important pour pouvoir apporter cette énergie. À titre d'illustration, en ce qui concerne l'ONI, nous sommes aujourd'hui en train d'investir sur l'eau et sur l'électricité plus de 230 milliards sur les 5 prochaines années, à peu près 180 milliards sur la partie électrique, dont plus de 70 milliards de dirhams sur les réseaux, donc plus de 6000 km de lignes très haute tension, incluant une ligne à courant continu, une ligne ultra haute tension pour ramener l'énergie électrique là où elle est la plus abondante, la moins chère et la plus décarbonée vers les centres de consommation. Renforcer les interconnexions avec l'Espagne, 3e connexion, avec la Mauritanie également, pour faire du Maroc asseoir donc ce rôle de hub régional dans le domaine de l'énergie. Et aussi donc offrir une énergie abondante, hedgée, qui répond à ces besoins-là. Alors justement, je vais me permettre de vous interpeller sur la réactivité de ces plans-là par rapport à l'ONI. Est-ce que vous ne craignez pas que l'ONI, à un moment donné, puisse être le maillon faible qui n'arrive pas à livrer à temps, finalement, ces besoins massifs qui vont se mettre en... C'est-à-dire, on a un problème de calendrier, on a une stratégie pour intégrer des industries, et dans tout ça, le rationnel, c'est l'énergie bon marché et la disponibilité de cette énergie, de cette électricité. En matière de calendrier, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que vous n'allez pas être à un moment donné le maillon faible? Alors, il faut être anticipatif, tout simplement. C'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, on était sur une approche, entre parenthèses, budgétaire dans le sens où, en fait, on attend à ce que le besoin se pose et on répond. On sait très bien qu'aujourd'hui, les life cycles pour le développement, disons, d'usines ou d'autres se rétrécit, donc il faut réagir plus rapidement. Donc on est en train de passer en fait à une approche anticipative, c'est-à-dire disposer d'un buffer suffisamment important pour qu'on puisse répondre rapidement aux besoins. Et je m'explique en chiffres. Aujourd'hui, la capacité installée au Maroc est de 13 gigawatts à peu près, 12, quelque chose. Nous sommes en train soit de construire, soit à une phase assez proche de la début de la construction, sur une capacité aux alentours de 6 gigas, donc 50% de ce qui est déjà mis en œuvre, qui serait mis en service d'ici 2028, incluant beaucoup de renouvelables et de la flexibilité et du stockage, qui sont les 3 ingrédients pour pouvoir offrir une énergie intéressante en termes de coût, de qualité et d'émissions. Et le reste de la capacité est à un stade assez avancé de développement pour une mise en service d'ici 2030. Nous renforçons les réseaux également, comme je l'ai dit, et nous mettons en œuvre les moyens de flexibilité et de stockage pour que tout le système, et une belle illustration, je pense, qui s'est passée l'année dernière avec le blackout en Espagne, démontre de la robustesse de notre système électrique et de sa capacité de réagir. 2 chiffres, le 21 avril 2025, quand il y a eu le blackout, le matin, on était en train d'importer de l'Espagne 850 MW pour des considérations de coût, parce qu'il y avait une énergie renouvelable abondante, donc c'était plus cher que de mobiliser d'autres capacités. Quand il y a eu le blackout, le Maroc n'a pas été impacté parce que nous avions suffisamment de capacité et nous avons immédiatement remobilisé la capacité disponible pour pouvoir secourir l'Espagne, pour leur permettre de redémarrer. Et le soir, on est passé à la période de pointe à un export de 950 MW, soit un différentiel de 1700 MW qui est en fait notre capacité à réagir. Merci. Donc ce sont des éléments essentiels par rapport à
l'importance de la planification et de la réactivité pour mettre en œuvre ces plans-là, pour pouvoir être au rendez-vous de ces opportunités. Et en fait, c'était des éléments préliminaires que je souhaitais développer avant de m'adresser au secteur privé à travers M. Hamdoun. Justement, on parle de capacité renouvelable. Vous êtes l'opérateur majeur en énergie renouvelable dans le secteur privé. Comment voyez-vous cette interaction par rapport aux infrastructures et par rapport à votre calendrier de planification de projet pour pouvoir justement satisfaire des clients auxquels vous êtes déjà engagé? Oui, merci Sir Khalid. D'abord, ce que je veux mettre en avant, effectivement, c'est la qualité de nos gisements renouvelables, qui font qu'en retour, nous pouvons, comme l'a dit Tarek, aujourd'hui, produire des électrons décarbonés parmi les moins chers de la planète. La première raison en étant que nous sommes un pays d'éolien et où soufflent, surtout dans le sud, les vents les plus rapides, avec ceux du Chili, avec des vitesses pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres par seconde. Et donc en retour, notre industrie étant une industrie de CAPEX, nous pouvons amortir le kilowattheure bien mieux que d'autres. Et donc nous pouvons sortir un kilowattheure à un prix défiant toute concurrence. Nous avons développé, en tant qu'opérateur marocain, nous ou d'autres, une expertise depuis ces 20 dernières années, mais nous avons été surtout bénéficiaires de Mother Nature qui a doté le Maroc de gisements considérables en éolien et aussi en solaire. La question en réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces électrons? Est-ce qu'on continue simplement de les utiliser en tant que tels, voire un jour de les exporter? Ou, comme l'a dit Madame Benkhadra également, on essaye de les exploiter pour créer une nouvelle forme de valeur ajoutée. Donc en réalité, l'électron, chez nous, ce n'est que moyen pour une fin. La fin ultime, dans notre pays, étant de créer des emplois. C'est ça la fin ultime. Les chaînes de valeur qu'on peut mettre en place, elles sont aussi là. Si on les met en place, la raison essentielle, c'est qu'on doit créer des emplois de ce côté-ci de la Méditerranée. Et le fait qu'on ait des électrons peu chers peut nous aider effectivement à ramener de l'industrie énergivore sur le territoire marocain. Donc on vit une époque aujourd'hui. Jusqu'à récemment, il y avait deux agendas dans notre secteur qui étaient les plus importants. C'était l'agenda de la décarbonation. On en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais celui-ci est complètement indissociable de l'agenda de la compétitivité. Parce qu'on ne peut pas parler de décarbonation sans réellement apporter des produits compétitifs. Et une économie décarbonée qui n'est pas compétitive, c'est une économie qui va dans le mur. Donc dans notre pays, ces deux vont main dans la main. Ces derniers mois et ces dernières semaines est revenue sur le devant de la scène une troisième confluence qui est celle de la souveraineté énergétique et de la souveraineté hydrique. Et il est bien qu'elle revienne, parce que nous avons la mémoire courte en tant qu'humains. Ces questions de souveraineté énergétique, souveraineté hydrique, elles reviennent à chaque fois à la faveur d'une crise externe dans notre pays, alors que notre pays, depuis très longtemps, exporte 90% de ses ressources énergétiques, jusqu'à aujourd'hui, malgré les progrès considérables et notre caractère pionnier régionalement dans le renouvelable. On continue aujourd'hui à être très fortement importateur dans notre bilan énergétique. Donc la question de la souveraineté énergétique, c'est pas la question des autres, c'est notre question. Et la souveraineté hydrique, je ne vais pas... C'est votre question, puisque vous êtes le principal acteur de production d'énergie renouvelable au Maroc. Et donc, au niveau, j'ai mis M. Hamman sous pression par rapport à la réactivité et le timing. À votre niveau, qu'est-ce que ça donne par rapport à vos clients, par rapport aux filières que vous développez? Où voyez-vous la croissance la plus rapide possible pour pouvoir justement répondre à cet impératif? Bon, le point le plus important, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'électrifier nos économies. L'électrification de nos économies, c'est la voie vers notre souveraineté énergétique. Sur quel secteur en particulier? Tous. On a commencé, et on parle beaucoup de ça, on parle du verdissement de nos capacités de production d'électricité. Ça, c'est une chose, mais ça ne représente que 20% du bilan énergétique. Le gros de l'électrification dans notre pays, il doit être fait dans les transports, qui représentent 40% de notre bilan énergétique. Et on va y venir. On va y venir parce qu'on a une ressource qui est formidable, qui est l'électricité, qui est, contrairement à d'autres ressources fossiles, qui est clean,
qui est pas chère et surtout qui est souveraine, hein, puisqu'on la produit sur notre propre sol. Donc l'électrification des transports, elle va arriver. Et nous, comme d'autres, nous avons des initiatives dans ce sens. Et on a bon espoir qu'avec les événements sportifs qui arrivent, ça commence souvent par des événements sportifs. Donc vous avez une initiative Chine, en batterie, par nous exemple. Nous et d'autres. Vous avez 15 milliards de dollars sur du dessalement pour faire du dessalement durable. Donc c'est un petit peu l'architecture et l'embriquement de ces initiatives qu'on aimerait oui, vous avez comprendre. Raison, mais tout ça, ça participe de la même logique. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos électrons? Quand vous parlez de dessalement, on peut avoir des électrons donc low cost, low carbone, mais à force, ils se commoditisent. C'est-à-dire qu'ils ne créent plus beaucoup de valeur en eux-mêmes. C'est un peu ce qui s'est passé dans les télécoms. D'accord? Ou vous utilisez ça pour faire du dessalement, effectivement. Et aujourd'hui, le Maroc est pionnier. Nous avons à Dakhla, en partenariat avec Engie, une usine qui va ouvrir cet été, qui est la première unité de dessalement au monde, en osmose inverse, qui est fully powered par de l'éolien. Ça, c'est une prouesse technologique marocaine et nationale. Et donc, oui, on ouvre cet été. Pareillement, c'est la même philosophie qui préside derrière tout l'agenda du Power to X, de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on utilise des électrons pour créer de la valeur sur le sol marocain, en créant des chaînes de valeur qui passent par l'électrolyse, ensuite par la manufacture. C'est comment on passe du mégawatt à la molécule, à la manufacture, donc à l'industrie. Mais je reviens à votre question première, désolé d'avoir pris ce détour. C'est donc comment on travaille en gros avec nos partenaires publics. On a la chance dans notre et pays privé, de travailler... partenaires industriels de chaînes de valeur Oui. aussi. On a la chance dans notre pays de travailler de concert depuis toujours, je crois. Avec le privé a toujours très bien travaillé avec le secteur public. C'est la force de notre pays et ça l'a été depuis longtemps. Si on prend le cas de l'ONE, évidemment, on travaille de concert sur la ligne de 3 gigawatts, par exemple. Parce que votre question, c'est, vous avez une capacité à produire ces électrons, peu cher, mais ensuite, comment vous allez les transporter du sud au nord. Avec l'ONE, il y a d'autres sujets, puisque un opérateur comme le nôtre ne peut pas travailler sans l'ONE. Et le succès de notre entreprise, c'est aussi le succès de nos partenaires publics. Nos partenaires publics n'ont pas besoin que je chante leur louange, mais je vous donne ma perspective du secteur Mais sur, privé. par exemple, le Avec dessalement et les on gigafactories. travaille tous les jours sur le stockage, par exemple, sur d'autres initiatives qui concernent notre sous-sol. Et on a besoin de l'ONIM comme de l'ONE pour la question, ils sont C'est là à votre une équipe, service. C'est l'équipe Maroc. Ils sont là à votre service. On attend justement ces chaînes de valeur qui est le débat du panel finalement. Comment voyez-vous la mise en œuvre finalement des 900 millions de mètres cubes de dessalement qui sont planifiés dans le MOU avec les Émirats Arabes Unis, les gigafactories qui sont prévues avec votre groupe? Comment voyez-vous finalement la déclinaison de ces initiatives en termes de mise en œuvre et de génération de valeur? Elles sont en œuvre. Sur les 4 stations de dessalement que vous avez l'amabilité de citer, il y en a 2 qui arrivent. Ça, c'est celle de Engie. Ensuite, il y a... Non, on en a 4 dans le cadre du programme avec TACRA, que vous avez référé. Et souvent, l'ONE est aussi notre client. C'est cette donnée qui est importante. On a l'impression que c'est toujours le privé qui est... Non, c'est l'inverse dans le cas d'espèce. Donc il y en a 2 sur 4 qui arrivent bientôt. Mais je pense qu'en réalité, votre question est plus large. Votre question, c'est comment on fait de l'industrie dans notre pays. Et c'est ça la question importante. Oui. Qu'est-ce qui crée historiquement des jobs? Quand nous, on ne parle plus de Power to X, mais on parle de Power to Jobs. Qu'est-ce qui crée des jobs historiquement? Qu'est-ce qui a fait la croissance de la Corée du Sud? On parle toujours de ces exemples asiatiques. Mais la vérité, c'est que ce sont des transformations industrielles. C'est l'industrie qui crée de l'emploi. Et nous, on essaye de suivre cette voie parce qu'on a tous les ingrédients, comme l'a dit aussi tout à l'heure, pour suivre cette voie, pour que les industries... Alors, les exemples, ils abondent. On a parlé de Gigafactory, par exemple. On parle de smelter aluminium. On parle de smelter cuivre également. On parle de DRI. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces industries? C'est qu'elles sont extrêmement énergivores. Et donc, toute la stratégie du pays... Parce qu'on pourrait dire, voilà, on a des électrons peu chers et décarbonés, d'accord, on va vous les exporter. Notre valeur ajoutée créée sur le sol marocain est faible. Parce que le petit secret inavouable de l'énergie renouvelable, c'est que ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Ça mobilise de vastes et de beaux terrains, mais ça crée des emplois pendant la construction, mais pas pendant l'exploitation. Ce qui crée des emplois, c'est le downstream. C'est ce que vous faites de vos électrons. Et donc c'est ça la stratégie de Narevan. Et c'est aussi la stratégie du pays.
C'est pour ça que c'est mieux de faire ça que d'autres projets qui auraient juste exporté des électrons en dehors des territoires marocains. Et donc les deux stratégies, celle du privé et celle du pays, coïncident. Pourquoi? Parce qu'on veut tous créer des emplois sur notre sol. Très bien, donc je vois qu'il y a aussi une question de demande énergétique et c'est ce que je souhaiterais débattre. Par rapport, you mentioned the importance of data centers, AI, fintech. You know, how do you see the demand, global demand of energy, and how do you see Africa positioning itself in trying to play a critical role, both upstream and downstream, in being able to deliver in this significant opportunity? Yeah, very good question, and some excellent comments by the panel. So I'm going to look at this and answer that from the perspective of what we do as an organization. I mean, technology can be an enabler, but you then need capital and finance for a lot of these initiatives. And then how do we intersect kind of critical minerals opportunities, but also turn sustainability from a cost into a revenue opportunity, because everyone talks about that as a cost, but certainly with some of our experiences with work around carbon credits on solar and wind in southern India, the return on investment from carbon credits can increase the return on investment overall for a renewable energy project by 25% if done in the right way. And there's even greater opportunities. So if we look at some statistics, the International Energy Association said for effectively 2025, there was a 1.3% increase year on year in renewable energy usage, but low emission fuels and energy account for only 60% of demand, and even that isn't truly green. It's grey as well. So there is an energy gap there. Certainly Morocco, with the largest solar plant complex in the world, is doing a lot towards that. But there are certain countries that are wholly reliant on fossil fuels as well. I mean, we've seen the reliance, because with the blockades with the Straits of Hormuz, we've seen how that impacts countries far and wide across the globe. They're reliant on everything from plastics production to getting fuel shortages of jet fuel, EN 590 diesel. Yep. So how do we address this? So if we look at the work we do in Africa... I was just told we have just 5 minutes left for the panel, and Thierry hasn't spoken yet. Yeah, sure. So in a minute, if you could yeah, sure. I think some of the space was taken up earlier by some others. So effectively, what we're saying is resources are no longer commodities. I mean, resources are leverage, right? And 3 points that I'll make, and then we'll touch upon it with audience questions. It's not just control of the resources, it's the data behind them. It's also control of the value-added technologies and processing that we mentioned, because otherwise we're exporting cheaply and importing more expensive goods. Even though we in Africa, like Morocco with 70% of the world's phosphate reserves, should be doing more with that local processing. And the other one is corridors and distribution, access to markets that we look at, not traditional finance only, but also there are new forms of digital finance, stable coins not just for settlement, but stable coins as an investment asset class as well. And I'll just stop there. Thank you very much. Sorry about the time pressure. Thierry, je suis désolé par rapport au timing. Alors l'hydrogène, c'est la nouvelle étape. La question qui se pose, c'est en termes, on sait que c'est un duplicateur de la demande électrique verte essentiellement. On souhaiterait savoir finalement en termes de timing, quand est-ce qu'on pourrait voir finalement cette émergence d'hydrogène vert? On sait que le Maroc est très bien positionné en ce sens. Tout à l'heure, on discute avec Madame la Ministre et vous avez utilisé le terme, je me permets de vous citer, nous arrivons dans une période de domination énergétique. Certains pays, donc on a tous reconnu, voient tous selon ce prisme. Et j'ai une prévision, j'allais dire une prophétie à faire. Le Maroc va être un dominant énergétique. Quand je dis dominant, ce n'est pas juste produire de l'énergie de manière compétitive et faire venir des industries, ce qui a été expliqué, qui est une nécessité, c'est de rayonner par sa ressource, par sa position géographique, par ses atouts humains, et en l'occurrence avec un produit, alors un produit qui n'a pas du tout tenu ses promesses,
pour l'instant, qui est l'hydrogène, qui n'a pas tenu, si j'ai à résumer en 30 secondes, puisqu'on a très peu de temps. C'est parti en Europe notamment avec cette vision de décarbonation massive de l'industrie européenne, avec le pacte vert, avec une ambition de remplacer les combustibles fossiles dans l'aviation et dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, on arrive à un échec où cette stratégie n'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'on l'a prise du mauvais côté, du côté de la décarbonation, en oubliant que dans le fameux trilemme énergétique, on commence par la sécurité d'approvisionnement, on a parlé de souveraineté, la compétitivité, et la décarbonation vient entière. Et donc l'enjeu aujourd'hui fondamental pour cette industrie de l'hydrogène, c'est de répondre à ces besoins. Et pour ce qui nous concerne, donc ça prendrait bien plus que quelques minutes pour en parler, nous constituons aujourd'hui en Europe, avec des ports, des hubs, notamment le port d'Anvers-Bruges et le port de Tarragone, et quelques autres ports aussi, des consortiums de consommateurs pour consommer des très grandes quantités d'hydrogène et qui vont s'adresser à des fournisseurs, et notamment, pourquoi pas, Nareva et d'autres, avec des engagements sur long terme, des exigences de compétitivité, pour appeler un chat aujourd'hui, si on veut basculer d'une logique de l'hydrogène de décarbonation vers une logique d'hydrogène marché, compétitif avec le pétrole et le gaz, puisque c'est de ça dont on parle, il faut livrer cet hydrogène, en tout cas le produire à 2 € du kilo. Et pour ça, je pense que l'offre Maroc est là, et nous attendons justement les off-takers. Et je pense que ça a été justement à la base de la conception de cette offre, c'est d'être prêt le plus rapidement possible pour pouvoir permettre de répondre à cette demande dont la nature nous a permis de revoir les systèmes en profondeur et de dégager justement des valeurs ajoutées en ce sens. Vous avez mentionné l'OCP et ses besoins. Une dernière question rapidement en 1 minute à M. Hamman. Par rapport au continent, ce que l'ONE a réalisé ces 20 dernières années et aux enjeux de l'électrification et de la mise en place de réseaux, est-ce que le continent, les pays du continent sont prêts à relever le défi? Quelles sont finalement les difficultés à anticiper en ce sens? Les besoins sont considérables. Dans la chaîne de valeur, dans la pyramide de Maslow, le premier élément, c'est effectivement la sécurité. L'accès à l'électricité et une sécurité de base, ça devrait même être un droit constitutionnel à l'instar de l'eau. Surtout dans un monde aujourd'hui où même pour produire de l'eau, on a besoin d'électricité. Donc malheureusement en Afrique aujourd'hui, il y a quasiment 40% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Bien sûr avec une disparité entre les différents pays. L'Afrique du Nord en général, nous avons un taux qui avoisine les 100%, mais au niveau de l'Afrique centrale, effectivement, il y a des pays où nous sommes à des taux de moins 20% en termes d'accès à l'électricité. La question, ces gens-là n'ont pas forcément tous pas un accès, c'est-à-dire ils compensent ce besoin électrique par d'autres sources d'énergie qui sont souvent plus coûteuses. Donc la limite d'abord, c'est le volet institutionnel, c'est-à-dire l'organisation au sens large, la disponibilité de l'accompagnement pour pouvoir mobiliser les fonds pour mener à bien ces programmes. Et là, je pense que l'expérience marocaine en termes d'électrification rurale a été relativement un des plus grands succès à l'échelle mondiale. Nous avons entamé l'ONI, ce programme en 1996, avec à ce moment-là un taux d'électrification rurale de 16%. En 2006, grâce à un programme qui implique l'opérateur ONI, la communauté à travers donc les communes, etc., l'État à travers le ministère de l'Intérieur et le particulier concerné, donc 4 acteurs, chacun concerné, contribuent. En l'espace de 10 ans, nous sommes passés de 16% à 80%. En 20 ans, nous avons dépassé les 98%. Aujourd'hui, on est à 99,9%, etc. Donc, nous considérons que cette approche est une approche intéressante parce que ça implique tout le monde et ça permet donc de fédérer l'ensemble des énergies dans le bon sens. Nous avons partagé cette expérience avec certains pays, le cas du Sénégal où nous sommes acteurs aujourd'hui distributeurs, d'autres pays aussi qu'on accompagne. Donc, l'ingrédient, c'est la bonne structure institutionnelle,
La mobilisation des financements, et là aussi il y a un besoin d'accompagnement, une stratégie claire avec des objectifs chiffrés, et le suivi de la mise en œuvre à travers une bonne gouvernance. Merci beaucoup. Alors, sous vos applaudissements, je vais vous demander de remercier finalement ce panel. Et malheureusement, nous avons été pris de court par le temps à cause de la pause déjeuner. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence à ce panel et j'espère qu'on a pu couvrir des questions fondamentales sur le continent et ce sujet en particulier. Merci.